au 1er janvier 2021. Et avec en préambule, je dirais, l'objectif des pouvoirs publics dans cette évolution du dispositif RGE, c'est de renforcer le dispositif RGE en venant préciser les domaines d'intervention RGE et aussi derrière en venant modifier la mécanique des audits, que ce soit en termes de déroulement des audits, la façon de déclarer ces chantiers pour l'audit, mais aussi le traitement après l'audit s'il y a éventuellement des écarts. Donc on va balayer l'ensemble et comme disait M. Melki, après on pourra échanger, voir faire des cas pratiques ou prendre des exemples s'il y a besoin d'apporter des précisions. Alors, normalement, vous allez avoir une présentation à l'écran d'ici peu. C'est bon pour vous? Donc, la réforme RGE applicable au 1er janvier 2021. Donc, ce que je viens de vous dire, évolution, donc en 2021, on va évoluer d'une notion de domaine de travaux que l'on connaît aujourd'hui vers une notion de catégorie de travaux, qui nécessite un reclassement des entreprises, donc peut-être des interrogations sur ces reclassements. Et derrière, donc également une nouvelle mécanique des audits et également donc des nouvelles modalités de traitement des résultats de l'audit. Donc tout ce dispositif, il est décrit au travers d'un décret et d'un arrêté qui sont parus au mois de juin 2020. Et le premier point, donc, c'est l'évolution de la notion de domaine de travaux RGE que l'on connaît jusqu'à la fin de l'année vers une notion de catégorie de travaux. Donc, renforcement du dispositif RGE, ça se traduit par une création de catégories de travaux plus précises. Donc, on abandonne les domaines de travaux et on bascule sur des catégories de travaux. On connaît aujourd'hui 12 domaines de travaux RGE. Au 1er janvier 2021, il y aura 17 catégories de travaux. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, cette mutation, je dirais, de domaine de travaux vers des catégories de travaux, elle implique pour les organismes de qualification et Qualibat en particulier, d'avoir un reclassement, un travail de reclassement. Aujourd'hui, on a 55 000 entreprises qualifiées RGE en France. Lorsque on va fermer l'ordinateur le 31 décembre au soir et le rallumer au 1er janvier, il faut que ces 55 000 entreprises qualifiées RGE, elles aient à nouveau un certificat valide et en ligne, non plus portant des domaines de travaux, mais portant les catégories de travaux. Donc, il y a un gros travail de reclassement à effectuer pour nous. Alors, les anciens domaines, là, la diapo vous présente anciens domaines, donc c'est les domaines RGE actuels et les catégories de travaux. Donc, en fait, les pouvoirs publics sont venus préciser les choses, dans certains cas, en venant diviser des domaines de travaux actuels en deux catégories de travaux, voire même 3 pour les domaines de travaux qui portent sur l'isolation. Alors, ce qui change, c'est le domaine chauffage, chauffage et eau chaude ENR bois, qui vient se séparer, donc qui vient abonder dans les catégories appareils hydrauliques fonctionnant au bois, donc les chaudières bois, et une deuxième catégorie de travaux appareils indépendants fonctionnant au bois. Le chauffage et eau chaude solaire, c'est une opération neutre puisqu'on bascule d'un domaine vers une catégorie de travaux. Les pompes à chaleur, donc le domaine unique pompe à chaleur qui regroupe aujourd'hui les PAC et les ballons thermodynamiques éclate en deux catégories de travaux. Le numéro 5, les pompes à chaleur, et le numéro 6, les ballons thermodynamiques, donc pompes à chaleur pour la production de CS. Le photovoltaïque et la chaudière à haute performance énergétique basculent sur un seul domaine de travaux. La catégorie 18 pour le solaire photovoltaïque, la catégorie numéro 1 pour la chaudière, à haute ou très haute performance énergétique.
Une autre séparation d'un domaine de travaux actuel en 2 catégories de travaux, c'est le domaine 6 pour les fenêtres, où là, les pouvoirs publics ont souhaité différencier donc l'isolation thermique des parois vitrées verticales, donc on peut dire une fenêtre classique, de la fenêtre de toit, avec la catégorie numéro 10, isolation thermique des parois vitrées en toiture. Ensuite, les 2 domaines de travaux en isolation dont je vous parlais tout à l'heure, chacun de ces 2 domaines éclate en 3 catégories de travaux. Pour l'isolation du toit, on va basculer donc sur une catégorie de travaux, la numéro 13, isolation thermique des toitures terrasses. Donc là, dans cette catégorie de travaux, on va mettre les travaux d'isolation par sarking, on va mettre les travaux d'étanchéité, étanchéité sur isolant en terrasse. Ils viennent abonder aussi dans la catégorie de travaux numéro 14, isolation thermique des combles perdus. Donc là, on est sur du soufflage ou de la laine déroulée. Et ensuite, une catégorie de travaux, la catégorie numéro 11, qu'on retrouve aussi en dessous, isolation thermique par l'intérieur. Et là, cette catégorie, elle couvre les murs intérieurs, les plafonds, mais aussi les rampants. C'est pour ça qu'on la retrouve dans les deux domaines à cause des rampants. Donc on la retrouve dans l'isolation des murs, puisqu'on reprend l'isolation des murs dans la catégorie 11. L'isolation par l'extérieur, donc c'est la catégorie 12. Et la catégorie 15, isolation thermique sur local non chauffé. Donc c'est ce qui vient remplacer ce qu'on appelait isolation des planchers bas. Dans les domaines précédents. Donc là, on vient, c'est le type de travaux, c'est une isolation d'un plancher dans un garage, par exemple. Voilà, donc c'est l'isolation thermique sur local non chauffé. Ensuite, les 4 derniers domaines de travaux actuels basculent sur des catégories de travaux et une seule catégorie de travaux en 2021. Donc, la catégorie 7, les émetteurs électriques. La ventilation, donc sur la catégorie 8, équipement de ventilation mécanique. Ensuite, la géothermie sur forage géothermique et l'offre globale de rénovation sur les bouquets de travaux. Donc ça, c'est là, je dirais, la nouvelle nomenclature des catégories de travaux RGE. Alors, il ne vous aura pas échappé que dans la liste, il y a des catégories de travaux qui sont mentionnées en rouge. Et ces catégories-là, ce sont des catégories de travaux, je dirais, identifiées comme critiques par les pouvoirs publics. Critiques, d'une part, puisque ce sont des catégories de travaux sur lesquels il y a le plus d'écarts techniques constatés au travers des audits RGE. Mais c'est aussi des catégories de travaux où on retrouve le plus d'éco-délinquants. Ok. Ciao. C'est bon pour vous ? Donc, les catégories de travaux, donc il y a 4 catégories de travaux dans la famille A système, donc tout ce qui est chauffage, la chaudière biomasse, le poêle indépendant, la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique. Et 2 catégories de travaux qui sont critiques dans la famille des travaux d'isolation, l'isolation des combles, l'isolation sur local non chauffé. Donc, catégorie critique identifiée comme critique par les pouvoirs publics, ça on le reverra tout à l'heure dans la mécanique des audits, ça veut dire que ces catégories-là, au lieu d'avoir un seul audit lors d'un cycle de vie d'une qualification, il y aura 2 audits à réaliser. Mais ça on le reprendra tout à l'heure. Le reclassement, donc là c'est complètement d'actualité aujourd'hui. Le reclassement, aujourd'hui, il est fait et il est possible en fonction de 2 critères. C'est la qualification détenue par l'entreprise et les domaines RGE qu'elle détient. Ensuite, ce reclassement, il peut se faire également suivant la nomenclature de travaux RGE de l'ADEME. Globalement, l'ADEME a produit une liste de qualifications pouvant porter les catégories de travaux. Donc en fait,
Aujourd'hui, les entreprises qualifiées que vous êtes, vous avez reçu des propositions une information du reclassement qui va se réaliser au 1er janvier. Et cette proposition de reclassement, elle est faite suivant là où les qualifications que vous détenez et suivant là où, du moins, le ou les domaines qui sont rattachés à ces qualifications-là. Et tout ça en passant par le filtre RGE, du moins de la nomenclature RGE de l'ADEME. Et bien sûr, le choix final peut être validé dans la mesure où l'entreprise a une couverture assurance décennale qui couvre le risque. Alors, je vais pour illustrer mon propos, je vais vous présenter cette fameuse nomenclature de l'ADEME. Je reviens de chercher un autre document qui n'est pas celui-ci. Hop, hein. Alors là, normalement, vous devez avoir un tableau Excel à l'écran, si tout va bien. Monsieur Melki, vous pouvez me confirmer? Oui, c'est bon. Bon, ok. Donc en fait, ce que je vous expliquais pour ce tableau de cette nomenclature RGE de l'ADEME, l'ADEME donc a fait un travail de classement des qualifications en fonction de la catégorie de travaux. Donc ici, sur la première ligne, par exemple, on se trouve sur la catégorie de travaux chaudière à haute performance énergétique. Donc l'ADEME a rajouté une colonne supplémentaire en reprenant le libellé qu'on va retrouver sur le site FAIR. Et ensuite, la dernière colonne, ce sont la liste des qualifications chez Qualibat ou chez Quali2NR qui permettent de couvrir cette catégorie de travaux. Donc là, par exemple, lorsqu'on vient rechercher la deuxième qualification sur la deuxième ligne, la 5211, remplacement de chaudière en logement individuel, qui est une qualification très répandue. Dans la mesure où l'entreprise aujourd'hui est 5211 avec le domaine RGE, qui est le domaine RGE 5 aujourd'hui, elle va être reclassée en 5211 avec donc la même qualification, les mêmes dates d'échéance, avec la catégorie de travaux numéro 1. Donc là, c'est simple, c'est un reclassement qui est simple à faire puisque on passe d'un domaine de travaux à une catégorie de travaux. Pour donner du sens à tout ça, on peut aller voir donc la catégorie de travaux numéro 9. La catégorie de travaux numéro 9, c'est les matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, donc des fenêtres classiquement. Et là, dans cette nomenclature, on retrouve la deuxième qualification sur la première ligne, la 3511 dans la nomenclature Qualibat, fourniture et pose de menuiserie extérieure, qui couvre parfaitement le domaine de travaux. Donc aujourd'hui, une entreprise qui est qualifiée 3511, fourniture et pose de menuiserie extérieure avec le domaine RGE numéro 6, elle va être reclassée, avec sa 3511, avec la catégorie de travaux, matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, verticales, donc la catégorie numéro 9. Par contre, on a vu tout à l'heure que les fenêtres étaient séparées en deux, donc la deuxième catégorie est matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture, donc fenêtres de toit, et là, on ne voit pas, la 3511 ne ressort pas dans les qualifications qui peuvent porter cette catégorie de travaux. Les pouvoirs publics ont dit, la 3511, c'est fourniture et pose de menuiserie extérieure, on n'est que sur de la paroi vitrée verticale, on n'est pas sur de la fenêtre de toit, et pour avoir la catégorie fenêtre de toit, il faut détenir soit une qualification en charpente, là vous avez toutes les qualifications charpente en 23, soit une qualification en couverture, soit une qualification dans l'activité 37, qui sont les murs rideaux, ou alors une 8611 ou une 8621, avec des métiers qui correspondent à des travaux de charpente couverture,
ou pour la 86-21 aux références nature de travaux, ouvrant, fermeture, protection solaire. Voilà, c'est cette mécanique-là qui fait que vous avez eu telle ou telle proposition de reclassement. Donc ça, c'est la mécanique, c'est ce filtre-là qui a été mis en place et qui a fait que, dans un premier temps, donc vous avez reçu un email en vous informant du reclassement, et dans un second temps, un courrier papier également. On souhaitait que les entreprises, on souhaitait être sûr que les entreprises aient eu l'information. Voilà donc pour le reclassement. On reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être faire sur cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une question? Madame Michou, attendez. Allez-y, vous pouvez parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, en fait, je n'ai pas reçu ce courrier de l'ADEME. Ça ne me parle pas du tout. Ce n'est pas un courrier de l'ADEME, c'est un courrier de Calibat. C'est Calibat? Calibat, oui. Ça ne me parle pas du tout. On aurait dû le recevoir il y a combien de temps à peu près? Alors les courriers, c'est assez récent et les emails sont partis début du mois de novembre. Ah, alors est-ce que c'est passé dans les spams? Il faudra que je regarde. Oui. Après vous pouvez vous rapprocher d'Isabelle, puisqu'en fait nous dans notre comment dirais-je, dans notre applicatif informatique, on a le reflet des catégories de travaux dans lesquelles vous pouvez être reclassé. Ouais. Vous donner aussi l'information en direct. Et on a justement, ça me permet d'avancer aussi sur le sujet, on a justement dans l'applicatif la possibilité, s'il y a des catégories de travaux que l'entreprise ne souhaite pas garder, de pouvoir les décocher, de façon à ce que quand le reclassement informatique va se faire dans la nuit du 31 au 1er janvier, on vienne vous agrémenter que les catégories de travaux que vous avez choisies. D'accord. Parce que notre qualification qu'on a aujourd'hui, si on n'applique pas ça, on l'aura plus du tout au 1er janvier. Pas du tout. On est en principe qui ne dit mot consent. Ça veut dire que si une entreprise, par exemple comme vous, n'a rien reçu ou une entreprise n'a pas réagi, automatiquement, l'ensemble des catégories de travaux qui étaient possibles de basculer et de reclasser va être fait. Automatiquement. Et voilà, automatiquement. Ce qui n'est pas forcément embêtant pour l'entreprise, puisque en fait, a posteriori, vous vous rendez compte, telle ou telle catégorie, j'en ai pas besoin, vous pouvez tout à fait l'abandonner à n'importe quel moment. Vous nous faites un écrit en nous disant, voilà, telle catégorie, je l'ai gardée ou bon, j'ai été reclassé dans cette catégorie-là, je ne fais pas de travaux, ça ne m'intéresse pas, retirez-moi cette catégorie-là. Là, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. On peut le traiter de façon administrative sans que ça repasse en commission. D'accord. Ok, merci. Plus ennuyeux, ça serait une entreprise qui est reclassée et qui finalement perd une activité et souhaite la retrouver, mais comme elle ne détient pas la bonne qualification, il faut redemander une qualification et là, ça repasse en commission. Donc, c'est moins rapide. Et l'absence de réponse n'est pas pénalisante, du moins, à mon sens, elle n'est pas pénalisante. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez poser une question, sur votre écran, il y a une petite main en bas à droite. Vous cliquez dessus et après, je vous donne la parole. Bon, pas d'autres questions? Je vous laisse continuer, M. Robérol. Donc, c'est bon pour le reclassement, mais encore une fois, il n'y a pas de souci, on pourra revenir plus tard. Voilà. Donc, il y a des reclassements qui vont être relativement simples à faire. C'est quand on bascule d'un domaine de travaux vers une seule et même catégorie de travaux. Il y a des reclassements pluriels, c'est-à-dire que si on prend les domaines de l'isolation, si aujourd'hui je suis qualifié et je suis RGE sur des domaines de l'isolation,
il faut vraiment se pencher sur l'analyse pour voir si je vais garder toutes les catégories de travaux ou pas. Et encore une fois, le juge de paix, pour valider définitivement le reclassement, c'est l'assurance décennale. On peut prendre des exemples. Il y a des entreprises aujourd'hui qui vont peut-être se voir proposer l'ITE, donc la catégorie numéro 12, isolation par l'extérieur, mais qui n'ont pas de couverture assurance décennale pour ces travaux. Donc là, on ne pourra pas valider définitivement le reclassement sur cette catégorie de travaux. Donc ça, c'était pour le reclassement. Donc voilà, on reprend donc la correspondance des catégories de travaux, qualifications, tout ceci, donc ça descend directement des pouvoirs publics au travers de l'ADEME, et c'est ce qui nous a servi pour faire les propositions de reclassement. Donc, les reclassements, pour choisir ces reclassements, eh ben, il faut tenir compte aussi de la notion de catégorie critique, et notamment, donc, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'isolation, puisque dans l'isolation, en catégorie critique, on retrouve l'isolation des combles perdus, la catégorie 14, et l'isolation sur local non chauffé, la catégorie 15, qui sont des catégories de travaux critiques, donc, et qui vont être audités 2 fois sur un cycle. Donc là, on va le voir tout à l'heure dans la mécanique des audits, ça a des conséquences en termes de volume de chantier, et puis aussi en termes de contrôle, en termes de coûts aussi d'entretien de la qualification. Donc ça, ce sont des informations qu'il faut que vous ayez en main pour pouvoir faire vos choix. La deuxième partie, elle porte donc justement sur cette mécanique des audits. Donc cette mécanique des audits, elle est définie dans l'arrêté du 3 juin 2020. Donc l'arrêté du 3 juin 2020 donc, vient officialiser donc, le renforcement du dispositif RGE, notamment pour lutter contre les éco-délinquants, en créant des catégories critiques pour augmenter le suivi, augmenter le nombre d'audits à réaliser, mais aussi en donnant la possibilité d'avoir des sanctions, en donnant la possibilité aux organismes de qualification d'avoir des sanctions envers les entreprises, des sanctions renforcées, pouvoir déclencher plus d'audits en termes de signalement et de faisceaux de preuves de malfaçon. Donc ça nous apporte quelques billes supplémentaires pour pouvoir essayer de coincer ces éco-délinquants. Les familles de travaux. Aujourd'hui, on est dans une dynamique. Une entreprise RGE, elle bénéficie d'un audit unique par famille de travaux. On raisonne aujourd'hui par la notion d'actif. Actif, c'est tout ce qui touche au chauffage, donc la famille actif, et la famille passif pour tout ce qui est isolation. L'arrêté vient modifier un petit peu le vocabulaire. On est sur une notion de famille A pour tout ce qui est système. Donc système, c'est tout ce qui est chauffage et qui est réparti sur les catégories de 1 à 8. Et la famille isolation, donc c'est la famille B, isolation, avec les catégories de travaux de 9 à 16. Les catégories critiques, encore une fois, donc on l'a déjà vu, donc 4 dans tout ce qui est système, tout ce qui est chauffage, et 2 dans la famille isolation. C'est la même diapositive que tout à l'heure. Il y a une notion, alors je ne sais pas s'il y a j'allais dire des chauffagistes dans la salle. Ok. Il y a une notion qui est écrite noir sur blanc dans l'arrêté, c'est cette notion de catégorie gigogne. Donc c'est dans l'annexe 1, le point 2, point 4, point C. Et en fait, globalement, cette annexe, elle vient dire qu'une entreprise disposant des compétences pour installer une chaudière bois dispose des compétences pour installer un appareil bois indépendant.
Donc, c'est un petit peu la notion de qui peut le plus, peut le moins. Donc, à partir du moment où vous détenez une qualification sur la chaudière bois, vous couvrez la catégorie de travaux numéro 3, chaudière biomasse, mais vous avez également la catégorie de travaux 4, appareil bois indépendant. Et l'inverse n'est pas vrai. Si je suis qualifié pour faire des poêles à bois, je ne détiens pas automatiquement la catégorie de travaux qui couvre les chaudières, la catégorie numéro 3. Et on retrouve la même notion sur les pompes à chaleur, où l'entreprise qui détient une qualification en PAC se voit attribuer la catégorie PAC, et elle se voit également attribuer la catégorie qui porte sur les ballons thermodynamiques. Et l'inverse n'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'avec une seule qualification, l'entreprise va pouvoir couvrir les deux catégories de travaux dans la mesure où elle est qualifiée en chaudière à bois ou dans la mesure où elle est qualifiée en PAC. Donc c'est une petite simplification. Donc c'est important à voir. Cette notion-là, donc elle va vous permettre de, bien sûr, n'avoir qu'une seule qualification et qui permettra de porter les deux catégories de travaux. Moi, je mettrai un bémol. Il faut que tous les obligés, les gestionnaires de C2E l'intègrent bien, cette notion-là. Donc, on risque à batailler un petit peu avec ces gens-là pour qu'ils puissent bien saisir cette information, puisque des fois, ils ont une exigence et ils peuvent revenir vers vous et vous dire « Non, mais vous n'avez pas la bonne qualification. Moi, je veux que vous ayez la qualification ballon thermodynamique, par exemple, pour valoriser. » Donc, il faudra faire attention à ça avec les gens qu'on appelle les obligés au niveau des C2E. C'est bon pour vous, messieurs les chauffagistes? On pourrait revenir dessus si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour les catégories gigognes. Les règles de déclenchement. Alors, les règles de déclenchement, dans la mesure où vous n'avez que des catégories de travaux non critiques, les règles de déclenchement restent exactement les mêmes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un audit unique par famille et vous allez avoir un audit à réaliser avant le 24e mois pour l'ensemble du cycle de 4 ans, le cycle de vie de votre qualification. Même si vous avez plusieurs qualifications dans la même famille avec des catégories critiques, vous n'aurez non critiques, c'est important, vous n'aurez qu'un seul audit. Donc on reste exactement dans la même dynamique. Et vous l'aurez compris, à partir du moment où on couvre des catégories de travaux critiques, alors c'est là où ça se complique. Si l'entreprise a une qualification rattachée à une catégorie critique, elle doit être auditée donc une fois avant le 24e mois de vie de sa qualification, de son cycle de qualification, et une deuxième fois avant son échéance, donc entre le 24e mois et la date d'échéance de sa qualification. Donc globalement, sur un cycle de vie d'une qualification, si elle porte une catégorie de travaux critiques, j'aurai 2 audits. Où ça se complique, c'est si j'ai des qualifications qui portent deux catégories de travaux critiques, ou si j'ai 2 catégories de travaux critiques, j'aurai un audit à faire avant le 24e mois sur la première catégorie critique, j'aurai un audit à faire avant le 24e mois sur la deuxième catégorie critique, et j'aurai un 3e audit à réaliser entre le 24e mois et la fin de vie de mes qualifications, un autre audit à réaliser. Donc sur 4 ans, j'aurai 3 audits. Voilà la mécanique à partir du moment où il y a des catégories critiques. Donc c'est important de bien cibler dans le reclassement, est-ce que j'ai des catégories critiques ou non, pour voir le nombre d'audits que vous allez avoir à faire et à réaliser sur l'ensemble du cycle de la qualification. La déclaration des chantiers. Alors là, je vous ai mis objectif, puisque c'est l'objectif des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics veulent que les audits RGE soient faits de façon aléatoire. Et pour cela, ils vont créer une plateforme sur laquelle sera référencé tous les chantiers aidés. Aidés au travers de MaPrimeRénov', aidés au travers de C2E,
donc tous ces chantiers seront comment dirais-je, identifiés et j'allais dire déversés sur cette plateforme avec le numéro SIREN, SIRET de l'entreprise, le type de travaux, la localisation du chantier, type de travaux, je l'ai dit, la date d'achèvement et l'organisme de qualification qui a délivré la qualification. Et cette plateforme, elle sera à la disposition des organismes de qualification qui lancera un audit. Et à partir du moment où lancera un audit, lorsqu'on reviendra vers vous donc pour déclenchement de l'audit, on vous dira, ben voilà, on déclenche l'audit sur la pompe à chaleur, par exemple, sur votre qualification pompe à chaleur, et on va aller auditer tel chantier. Donc, ça sera complètement aléatoire. Ça nécessite donc qu'on va créer, je dirais, un nouveau, comment dirais-je, une nouvelle façon de faire les audits. Ça nécessite qu'une entreprise, pour être RGE, ben, il faut qu'elle accepte que ces chantiers soient recensés. Et ça nécessite aussi qu'à terme, les audits ne se feront que sur des chantiers qui ont été subventionnés, soit au travers de MaPrimeRénov', soit au travers des C2E. Ça, c'est encore une fois, donc c'est l'objectif. Aujourd'hui, l'ADEME travaille avec l'ANA, puisque cette plateforme sera confiée à la gestion à l'ANA, pour, je dirais, mettre en place tout le process de façon à récupérer auprès de l'ensemble des obligés et des intervenants dans la délivrance de ces aides et de ces, entre guillemets, subventions, de façon à ce que ça se fasse de façon complètement automatiquement déversé sur cette plateforme. Aujourd'hui, ce type d'organisation, nous l'avons sur le photovoltaïque, puisque le décret spécifique du photovoltaïque précise qu'on doit auditer 7% des audits des chantiers réalisés par les entreprises. Et les entreprises, elles déclarent leurs chantiers au Consuel. Et nous, lorsqu'on a besoin de déclencher les audits sur la qualification photovoltaïque, on a accès à une liste qui nous permet de voir le nombre de chantiers déclarés par l'entreprise. On applique le pourcentage de 7% et on va auditer 7% des chantiers référencés en choisissant au hasard les chantiers. Donc, globalement, on va se rapprocher de cette organisation-là. Donc ça, c'est l'objectif. Mais à la sortie de l'arrêté, sachant que cet objectif et cette plateforme n'existaient pas, une période transitoire est prévue dans le texte. Et cette période transitoire, donc, qui va s'appliquer au 1er janvier 2021, elle dit que l'entreprise doit déclarer au moins 5 chantiers par catégorie de travaux, en cours ou achevés, depuis moins de 24 mois. Mais si elle ne dispose pas du nombre nécessaire de chantiers sur moins de 24 mois, elle peut remonter jusqu'à 48 mois. OK. Et parmi lesquels, l'organisme choisit de façon aléatoire le ou les chantiers à auditer. Donc ça, c'est la règle transitoire. Un petit bémol à la règle transitoire. Si l'entreprise n'est pas en mesure de déclarer 5 chantiers par catégorie de travaux, elle peut déclarer moins de 5 chantiers, mais à raison de 2 chantiers minimum par catégorie de travaux. Et avec les mêmes critères, moins de 24 mois, et s'il n'y a pas moins de 24 mois, on peut remonter jusqu'à 48 mois. Voilà. Par contre, ça veut dire que si je n'ai qu'un seul chantier, je ne pourrai pas réaliser l'audit. Aujourd'hui, il y a quelques cas où on a des entreprises qui nous déclarent un seul chantier. On fait quand même l'audit et on mène la procédure d'audit jusqu'au bout. Là, à partir du 1er janvier, on ne pourra plus, puisqu'il faut un minimum que l'entreprise ait 2 chantiers de déclarés par catégorie de travaux. Oui, on peut passer sur des exemples. Ce sera peut-être un peu moins théorique. Je vous disais tout à l'heure donc sur les catégories non critiques.
l'entreprise a une catégorie non critique, la catégorie sur les chaudières à haute performance énergétique avec la qualification 5211. Elle n'aura à réaliser un seul audit dans les 24 mois. C'est la même organisation qu'aujourd'hui. Elle a 2 qualifications toujours dans la famille système. La 5211 donc pour le remplacement de chaudière et une 5311 pour la ventilation. Elle bénéficie de l'audit unique et elle a un seul audit à réaliser dans les 24 mois, soit sur la 5211 ou sur la 5311. Là, on est en catégorie non critique. Par contre, du moins, c'est la même logique qu'aujourd'hui. J'ai à minima un audit. Si je suis en catégorie non critique, j'ai à minima un audit à réaliser sur la famille système et à minima un audit à réaliser sur la famille isolation. Mais c'est encore une fois, c'est la même mécanique qu'aujourd'hui. Là où ça se corse, vous l'aurez compris, c'est les catégories critiques. Donc j'ai une qualification PAC 5231 avec la famille critique 105, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un audit à réaliser avant le 24e mois et un deuxième audit à réaliser après, entre le 24e et l'échéance de ma qualification. Et si je suis qualifié en pompe à chaleur 5231, mais aussi en chaudière bois, j'ai 2 catégories critiques. Donc j'ai un premier audit dans les 24 mois à faire sur ma PAC, donc sur ma catégorie critique PAC, et j'ai un audit à réaliser avant le 24e mois sur ma catégorie critique chaudière bois. Et après, entre le 24e et l'échéance de mes qualifications, j'ai un 3e audit à réaliser au choix, soit sur l'un, soit sur l'autre des catégories critiques que je détiens. Voilà, c'est pour confirmer mon explication. Alors, on peut cumuler aussi, gérer les catégories critiques entre le chauffage et l'isolation. Et globalement, je me retrouve à faire 3 audits sur ma famille chauffage et 3 audits sur ma famille isolation, parce qu'à chaque fois, j'ai 2 catégories de travaux critiques. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui serait dans ce cas-là, elle va se retrouver avec 6 audits sur 4 ans. C'est vraiment, je dirais, une information à prendre en compte lorsqu'on a le reclassement à valider. Ouais. Attendez, M. Robérol, une question de Mme Michaud. Excusez-moi, non. Je disais au revoir à mon collègue, excusez-moi. Ah, pardon, c'est bon, excusez-moi. Oh, je suis déçu. Voilà pour la mécanique des audits. Après, on pourra la reprendre sur des cas précis, hein, si vous avez des questions. C'est bon pour vous? C'est vrai que présenter d'une façon complètement théorique, c'est assez complexe. Après, quand on le met à plat, ça fait pas forcément plaisir, mais c'est plus simple d'accès, quoi. Arnaud, tu peux ouvrir ton micro, c'est bon. C'est bon, Arnaud. On t'entend pas. Non, on t'entend pas, Arnaud, je suis désolé. C'est bon? C'est bon. Il y a d'autres questions? C'est bon, vous nous entendez, non? Ça y est, là, je t'entends. Jean-Luc Arsac, de l'entreprise Énergico. Ah, c'est ça. D'accord. En cité. Si j'ai bien suivi, je crois l'avoir fait, nous, chauffagistes, on va avoir donc effectivement les deux situations critiques que sont les pompes à chaleur et chauffage. Donc ça va nous engendrer 3 contrôles.
pendant la période. Et si on rajoute les chaudières très haute performance énergétique, ça va faire un contrôle de plus. Donc, on va être à 4 contrôles pendant cette période de 4 ans. Et non, et non. Non, puisqu'en fait, les catégories critiques vont prendre le pas. Prennent le pas sur les catégories non critiques. Donc, ça veut dire pour vous, je vais prendre un exemple. Une entreprise, elle est qualifiée en PAC, elle est qualifiée en chaudière, bois et gaz, puisque ça reste quand même le plus gros de l'activité en nombre de chantiers. Vous serez plus audité sur le gaz. Puisqu'en fait, à chaque fois, l'audit, du moins les catégories critiques prenant le pas sur les catégories non critiques, vous serez plus audité sur le gaz et à chaque fois, vous serez audité sur vos catégories critiques. Alors, il faut que je rajoute une chose qui est la suite et la fin de l'intervention, qui est sur, je dirais, le traitement des résultats des audits. Vous serez plus audité sur le gaz dans la mesure où il n'y a pas de non-conformité sur vos audits réalisés en catégorie critique. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Alors, on va être dans la même. Ça sera pas que le cas pour les chauffagistes. On va être dans le même cas pour les entreprises qui font de l'isolation. Je suis une entreprise qui fait de l'isolation et des fenêtres. Donc, je pose des fenêtres parois verticales, je fais l'isolation des murs intérieurs et je fais du soufflage. Et donc, dans le soufflage, c'est la catégorie numéro 14, elle est critique. Donc, en système isolation, je serai toujours, à la limite, je serai toujours audité sur du soufflage et plus jamais sur une isolation intérieure de murs classique et plus jamais sur des fenêtres. Par contre, on va le voir après aussi, si j'ai un écart sur le soufflage, ça va avoir des conséquences et je vais me retrouver à avoir des audits sur toutes mes catégories de travaux. C'est quand même étrange. Enfin, nous, pour notre partie, plus avoir d'audit sur des chaudières gaz. Enfin, c'est pas qu'on veut pas en avoir, mais c'est étrange quand même qu'on n'ait pas d'audit là-dessus. Mais après, là, par exemple, récemment, là, il y a 15 jours, on a eu un audit donc sur une PAC. Je sais pas s'il y a des confrères chauffagistes qui nous écoutent. On a été surpris parce que c'était vraiment drastique. Hein. C'était par rapport à d'autres audits qu'on a eu il y a 2, 3, 4 ans, 6 ans. Avant, c'était avec Qualité NR, donc c'était peut-être moins raide, on va dire. Mais là, on a été surpris. On nous a demandé des choses, mais électriquement, on a l'impression d'être mauvais, quoi. Enfin, c'est presque ça. Et la personne donc nous a dit, là, Monsieur Patouillard, que ça serait mis en place réellement début d'année. Donc, il a été un petit peu souple. On a pu quand même reprendre les 2-3 bricoles, mais je sais pas s'il y a des confrères là qui écoutent chauffagistes, mais il va falloir s'accrocher. Ouais. Enfin, on est bien content d'être audité. On croyait être bon, on a compris qu'on était moyen, mais on perd déjà beaucoup de chantiers parce qu'on est rigoureux. Je dis que ça va faire du tri. Hein. Enfin, mais il y a quelques artisans qu'on connaît, je suis inquiet pour eux. Rappelez-vous mes premiers mots, l'objectif des pouvoirs publics, c'est de renforcer le dispositif. Ouais, c'est de renforcer le dispositif. Et l'objectif, c'est je resserre les mailles du filet. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais enfin, c'est bien, hein, c'est sûr, c'est sûr. Alors là, vous me préparez la suite de la présentation. Monsieur Patouillard, il fait partie des auditeurs qui utilisent en test aujourd'hui les nouvelles grilles d'audit que je vais vous présenter dans 30 secondes. Ok, on a bien compris. C'est peut-être pour ça que, en fait, trouver ça plus raide et que des audits précédents, puisque là les choses aussi évoluent sur la grille d'audit et c'est ce que je vous propose de vous présenter maintenant. Ok. Alors, donc là on reste, oui, les catégories gigognes toujours pour les chauffagistes. La catégorie gigogne, ça va jusqu'au bout, je dirais jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que je suis qualifié en chaudière, j'ai les 2 catégories de travaux
la chaudière biomasse et le poêle indépendant, eh bien, je serai audité sur une chaudière biomasse et jamais sur un poêle à bois dans les catégories de travaux critiques. Et en plus, je ne serai pas audité, si tout va bien, si tout se passe bien, je ne serai pas audité non plus sur mes chaudières à gaz. Et pour la PAC, on est dans la même dynamique. Je serai systématiquement audité sur une pompe à chaleur et pas sur mes ballons thermodynamiques et pas sur des chaudières à gaz si j'ai aussi cette catégorie de travaux. Voilà, les traitements des conclusions des audits et c'est même le déroulement des audits aussi. Donc, évolution réglementaire. Donc, première étape, et ça vous l'avez vécu, messieurs, au travers de votre audit, les pouvoirs publics mettent en place des grilles d'audit communes aux 3 organismes de qualification, Qualifelec, Quali-TENR et Qualibat. Alors, Qualifelec, Quali-TENR et Qualibat, on est en commun sur ce qui est pompe à chaleur et chauffage et ventilation. Et donc, les pouvoirs publics mettent en place ces grilles d'audit que je vais vous montrer tout à l'heure par rapport à leur forme. Et également, dans ces grilles d'audit, font apparaître une notion de non-conformité majeure, non-conformité mineure et observation. Alors, une non-conformité majeure, non-conformité majeure, pardon. Donc le chantier audité présente un écart impliquant un risque pour la sécurité des biens et des personnes ou ne respectant pas la réglementation thermique et technique en vigueur. Dès qu'un audit fait état d'au moins une non-conformité majeure, le dossier est instruit par une commission, c'est-à-dire qu'il repasse, pour nous, il repasse en commission. Une non-conformité mineure, c'est quoi? C'est le chantier audité présente un écart qui ne permet pas d'atteindre les performances visées. Donc là, on reste dans, je dirais, une dynamique qui est celle que l'on a aujourd'hui sur les audits. Dès qu'un audit fait état d'au moins une non-conformité mineure, l'entreprise dispose d'un délai au maximum de 3 mois pour proposer un plan d'action à l'auditeur et lui apporter les justificatifs de mise en conformité. La notion d'observation, les observations ne sont pas des écarts, donc ces observations ne sont pas pénalisantes pour l'entreprise, mais permettent d'indiquer des pistes d'amélioration à l'entreprise. Donc encore une fois, aucune conséquence sur le résultat de l'audit. Ces grilles d'audit, donc elles ont cette forme-là. Alors vous l'avez peut-être aperçu par-dessus l'épaule de monsieur Patouillard. Ces grilles d'audit, donc il y en a 16 pour la famille isolation, il y en a 12 pour la famille système, donc chauffage. Après, sur la géothermie, 2, une sur le photovoltaïque et une sur la grille d'audit, sur l'audit énergétique. Et en fait, ces grilles d'audit, c'est la liste des items à venir vérifier sur telle ou telle activité. Là, si c'est flou, c'est fait exprès. Donc, cette grille-là, c'est ventilation mécanique répartie en logements individuels, elle s'appelle. Et vous avez des items que l'auditeur doit contrôler sur le chantier. Ça peut être sans objet, le chantier peut ne pas couvrir cet item. Et par item, les pouvoirs publics sont venus agrémenter l'item. Cet item, s'il n'est pas respecté, le premier, c'est un écart majeur. Il est en rouge, c'est un écart majeur. Le deuxième, s'il n'est pas respecté, c'est une observation. Le troisième aussi. Le quatrième, s'il n'est pas respecté, c'est un écart mineur. Voilà. Et donc, ces grilles, elles vont être à votre disposition sur le site FAIR. C'est-à-dire qu'en allant sur le site FAIR, vous allez pouvoir visualiser les grilles d'audit et surtout visualiser ce qui est une non-conformité majeure, ce qui est une non-conformité mineure. Le plus important, c'est ce qu'est une non-conformité majeure, puisque ça a un impact après derrière sur le traitement de l'audit. Donc ces grilles, elles devraient sortir d'ici très peu. Elles sont en cours de finalisation sur la partie système.
les grilles sur, comment dirais-je, tout ce qui est isolation, elles sont prêtes. Elles sont en cours de test là pour par certains de nos auditeurs sur le plan national. Et aujourd'hui, il manque, je crois de mémoire, il manque les grilles sur tout ce qui est sur le gaz, puisqu'il y a eu une évolution de la réglementation sur le gaz récemment. Et elles ne sont pas encore calées et validées définitivement. Les traitements après audit, gestion des non-conformités mineures. Donc, l'auditeur a relevé une non-conformité mineure sur le chantier. L'entreprise, elle dispose d'un délai de 3 mois pour corriger et apporter une solution pour corriger son, comment dirais-je, corriger son écart et rentrer dans la norme. Donc là, on est exactement dans la même, dynamique que jusqu'à présent dans la gestion des audits RGE, avec cette notion de délai de 3 mois qui existe aussi. Et au-delà de 3 mois, l'entreprise sera suspendue à nouveau 3 mois puisqu'elle n'a pas répondu. Et si elle n'a toujours pas répondu pendant sa suspension de 3 mois, c'est un retrait du signe RGE. Les non-conformités majeures, donc c'est là où ça se durcit. Donc, le dossier, l'audit révèle un écart majeur établi par l'auditeur, accepté et constaté par l'entreprise qui est présente le jour de son audit. Le dossier va systématiquement passer en commission. Et là, la commission, elle aura l'ensemble de ses outils à sa disposition. Donc, je vais revenir sur ces outils à sa disposition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que à partir du moment où il y a une non-conformité majeure, l'entreprise, elle perd le bénéfice de l'audit unique par famille. Par famille, donc on est bien en système chauffage et en isolation. Et à partir du moment où elle perd le bénéfice de l'audit unique, elle doit être auditée sur toutes les autres catégories qu'elle détient dans la même famille. Donc c'est là où un chauffagiste il risque d'être à nouveau audité sur une chaudière gaz parce qu'il a une non-conformité sur une PAC ou une chaudière bois. C'est là où une entreprise qui est sur l'isolation, elle va être à nouveau auditée sur des catégories de travaux non critiques parce qu'elle a eu un écart sur une isolation sur un local non chauffé ou sur une isolation par soufflage, par exemple. Donc ça, c'est la conséquence de l'écart majeur. Et la boîte à outils de la commission d'examen, elle peut déclencher un nouvel audit sur la catégorie de travaux incriminés en écart majeur, sans suspendre le signe RGE. C'est-à-dire que l'entreprise reste RGE et peut continuer à travailler et à facturer et faire bénéficier des aides. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, la commission peut dire on déclenche un nouvel audit, mais avec suspension du signe RGE. Donc là, on est sur un écart majeur peut-être un peu plus grave et avec plus de conséquences encore, puisque là, la commission elle peut considérer que non, là, il faut suspendre et il faut aller vérifier avant de redonner le RGE à l'entreprise. Ça peut être une suspension du signe RGE en demandant à l'entreprise d'aller se former, parce que là, c'est vraiment un manque de formation et de connaissances. Et ça peut être également le retrait du signe RGE audité, parce que là, l'entreprise, elle est complètement à côté de la plaque. Et au-delà du signe RGE, ça peut être aussi le retrait de la qualification. Si on est sur une catégorie de travaux comme l'ITE, et que cette catégorie de travaux, elle est portée par la qualification 7131 dans la nomenclature de Qualibat, qui est isolation par l'extérieur, l'écart, il peut justifier de retirer la qualification, puisque la qualification, elle est faite pour faire ces travaux-là. Donc ça, ce sont les outils à la disposition de la commission. Et encore une fois, la conséquence, c'est que j'ai une non-conformité majeure, je perds le bénéfice de l'audit unique et je suis audité sur l'ensemble des catégories de travaux que je détiens par famille.
Donc voilà je dirais la mécanique des audits et les conséquences sur les écarts. Du moins, c'est plus des écarts, ce sont des non-conformités majeures où là on est sur quelque chose qui est lourd de conséquences en termes de retombées et de gestion derrière. C'est bon pour moi. Il y a une question ? Il y a une question, oui. Allez-y, Jean-Luc et Arnaud. C'est moi. Vous ouvrez votre micro. C'est bon? Oui. J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure. Nous, donc, on pose, bon, ça nous arrive de poser des panneaux solaires thermiques, vu la demande. Quand vous disiez là qu'il faut avoir au moins, lors des 24 derniers mois, au moins 2 installations, nous, on a le cas où on n'en a pas autant, quoi. On en a peut-être qu'une. Donc, ça veut dire qu'on n'aurait pas d'audit, si je comprends bien, si on indique qu'on n'a qu'une installation, mais après, au niveau des aides de l'État, le client, il aura quand même droit à ces aides de MaPrimeRénov', les primes coup de pouce. Le fait que, enfin, je sais pas, ça sera un genre de calisol probatoire. Enfin, c'est... Non. Là, ça veut dire vous avez la qualification, peu importe l'activité, mais vous avez la qualification et on doit vous auditer dans les 24 premiers mois. Ok ? Et pour vous auditer dans les 24 premiers mois, l'arrêté, il dit vous devez déclarer 5 chantiers sur la catégorie de travaux de moins de 24 mois. Si vous ne les avez pas, 48 mois. Et à minima 2 chantiers, 24 mois ou 48 mois. C'est qu'on les a pas. Nous, les derniers solaires qu'on a fait il y a au moins 5-6 ans, on en a eu fait quand même pas mal, mais il n'y a plus de demande, quoi, clairement. Il n'y a plus de demande pour l'instant. Alors, ça veut dire... Dans les 4 derniers mois, il n'y a pas de demande en solaire. Enfin, je veux dire, on en a une là, on va souffrir de ça, on a bien compris. Oui, on va souffrir. Alors, je termine mon explication. Ça veut dire que on doit faire l'audit et l'audit doit être réalisé dans les 24 premiers mois. Et vous devez nous déclarer 2 chantiers. Donc, on va déclencher l'audit. Vous allez dire, attendez, je n'ai qu'un chantier. Donc, on va dire, OK, on attend d'avoir le 2e pour pouvoir faire l'audit. Et on va aller jusqu'au bout des 24 mois. Au bout des 24 mois, vous allez être suspendu 3 mois. Oui. Okay. Au bout des 24 mois, vous ne serez plus RGE, vous ne pourrez plus faire bénéficier des aides. Et au bout de ces 3 mois de suspension, si vous n'avez pas fait le 2e chantier, vous ne nous avez pas produit le 2e chantier, vous allez perdre le signe RGE. Voilà. D'accord. D'un point de vue mécanique, et là, on rentre directement dans le référentiel de Qualibat. Dans le référentiel de Qualibat, une entreprise peut demander une qualification à titre probatoire lorsqu'elle développe une nouvelle activité. Donc là, vous allez perdre votre signe RGE. Rien ne vous empêche, puisqu'il n'y a aucun texte qui dit qu'il y a une période de latence entre 2 demandes, de redéposer tout de suite une demande à titre probatoire. Et là, on va partir sur à nouveau 24 mois. D'accord. Si ça se répète de 24 mois en 24 mois, à un moment, il faut se poser la question, est-ce que j'ai réellement besoin de qualification ? C'est ça. Voilà. Sûr. Mais il y a des moyens détournés d'arriver à contrecarrer cette pénurie de chantier qu'il peut y avoir sur telle ou telle activité. D'accord. Ça peut être le cas en isolation sur de l'ITE. Oui, c'est vraiment des cas particuliers. Une entreprise qui n'est pas spécialisée ne va pas en faire 50, alors je grossis le trait, mais pas 50 par an. Voilà, donc elle peut en faire une tous les 2-3 ans. Donc là encore, elle va s'en sortir, mais elle peut peut-être rester 4 ans sans en faire. Et pour revenir aux fiches d'autocontrôle, là, c'est quelque chose qu'on peut télécharger sur le site, sur notre. Alors, elles seront à disposition sur le site FAIR. Donc vous pourrez. Et moi, j'engage toutes les entreprises à aller regarder ce qui couvre son activité et identifier ce qui est un point, une non-conformité majeure.
comment dirais-je, en menuiserie, il y a un petit peu des écarts récurrents là, qui remontent. C'est pas énorme non plus. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des audits RGE, il n'y a pas énormément d'écarts qui remontent. Mais assez souvent, on a des problèmes d'entrée d'air. Il n'y a pas d'entrée d'air dans les pièces de vie, ou il y a des entrées d'air dans les pièces d'eau. Ça, c'est un écart majeur. Un autre écart qui revient assez souvent, c'est une pause en rénovation, et puis il y a un capotage et l'ancien dormant n'est pas ventilé. Oui. Ça, c'est un écart majeur. Donc ça, c'est des points, et encore une fois, moi j'engage les entreprises à les regarder. J'ai X catégories de travaux et je vais être contrôlé là-dessus, d'aller bien checker qu'est-ce qu'il y a un écart, une non-conformité majeure pour éviter les surprises. Après, on n'est pas à l'abri non plus, hein, mais voilà, ça permet d'éviter les surprises. Ok, merci. Très bien. On a une question de Monsieur Forissier. C'est bon, vous avez la parole. Vincent? On t'entend pas. Bon, on n'a pas de son, Vincent, désolé. En attendant, moi j'ai une question aussi pour M. Rabérol. C'est plutôt pour les chauffagistes, pour ceux qui vont avoir donc du coup une qualification par exemple chez Calibat et d'autres qualifications chez Quali-ENR. Par exemple, chaudière gaz chez vous et donc des Calipat ou des Calibois donc chez Quali-ENR. Si je comprends bien, ils vont d'abord se faire auditer par Quali-ENR et vous, ils devront vous faire redescendre leurs audits du coup. Là, c'est pas complètement tranché en termes d'organisation. Ça, c'est l'organisation qu'on avait aujourd'hui. Une entreprise, par exemple, est qualifiée sur les chaudières gaz. On déclenche l'audit puisqu'elle a ses qualifications ENR chez Quali-ENR. Et l'entreprise, elle nous dit, attendez, moi j'ai eu un audit ENR chez Quali-ENR. Donc, je ne fais pas l'audit gaz chez vous. Et là, il nous justifie, il nous donne son rapport d'audit sans écart et conclu, et on le dispense de l'audit sur le gaz. Aujourd'hui, ça, c'est pas tranché, et je ne suis pas certain que ça fonctionnera à partir du 1er janvier. D'accord. Bien. Vincent, toujours pas? Bon, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Ah, Vincent? Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend, Vincent, vas-y. Impeccable. Je reviens sur ce que vous aviez dit à propos des entrées d'air. Parce qu'on a souvent le cas, nous, chez les clients, qui ne veulent pas d'entrée d'air. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas le chantier? C'est la question récurrente, les entrées d'air, le calorifugage. Le client, il veut pas le calorifugage parce que dans la salle où il y a la chaudière, dans le cellier non chauffé, où le calorifugage est obligatoire, madame, elle fait sécher le linge. Et sauf que c'est vous le sachant, et c'est vous qui prenez. Ou alors, si le client il veut pas d'entrée d'air, il faut pouvoir le justifier pourquoi, mais c'est une obligation. Ça fait partie de la réglementation thermique et c'est une obligation de les mettre en place. C'est parfois dur à faire entendre. Oui, oui. Mais c'est des problématiques récurrentes. Hein. C'est des problématiques récurrentes. Mais du coup, comme ça devient une non-conformité majeure, c'est quand même relativement problématique pour nous, quoi. Eh oui. Alors, il faut arriver à convaincre le client sur si c'est une obligation réglementaire, vous pouvez pas passer outre, et il faut arriver à le convaincre là-dessus, quitte à ce qu'il les rebouche derrière s'il veut, mais il faut les mettre. On essaiera de faire ça alors. Ouais. Après, c'est des choses qu'on pourra traiter en commission, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise
l'entreprise, elle a fait son job, elle a mis ses entrées d'air, et que le client les a obstruées et que c'est constaté le jour de l'audit. Normalement, l'auditeur, il doit en tenir compte. Et s'il n'en tient pas compte et qu'il met quand même un écart, une non-conformité majeure, il y a des chances que la commission derrière le contredise. Parce que je vous rappelle, les commissions d'examen Calibat, il y a certes le collège utilisateur, mais il y a le collège des représentants des entreprises. Et en général, ça va plutôt dans le sens de l'entreprise sur des analyses de cas telles que celle-là. On vient d'avoir le cas, par exemple, sur une ITE. L'artisan, il fait une ITE, il respecte bien les 15 cm nécessaires en pied de mur. Et le client, il est venu remblayer derrière. Le jour de l'audit, l'artisan, il n'a pas percuté. L'auditeur a mis un écart. Derrière, c'est passé en commission. Et, il a porté le justificatif qu'il avait fait le travail, je dirais, de façon correcte, et le client a attesté que c'est lui qui avait remblayé après derrière parce qu'il ne trouvait pas ça beau. Donc bon, là, on ne peut pas maintenir l'écart et on clôture favorablement, l'audit de l'entreprise. Mais à l'origine, il faut avoir mis les entrées. Là, c'est l'ITE, mais à l'origine, il faut avoir mis les entrées d'air. Il faut qu'elles y soient. Oui, voilà. OK. Parce que globalement, pour vous justifier, ça veut dire que sur votre devis et votre facture, il y a des fenêtres avec des entrées d'air. Après, c'est le client qui a fait ce qu'il voulait. Il est chez lui. Oui, tout à fait. OK. Et autre question, Arnaud Ossel et Jean-Luc Arsac. Allez-y. Ouais. J'ai une question là concernant le calorifuge. Donc nous, là, quand on a passé l'audit du Calipac, là, il nous a demandé forcément de mettre du calot sur nos tuyauteries raccordées sur l'existant, sur les tuyauteries dans le garage. Donc après, moi je veux bien, mais bon, enfin après c'est pas le même coup. Enfin, aller vendre ça au client, lui dire mais on doit mettre du calot dans un garage quand il y a des tubes qui passent au plafond, quand il y a X mètres linéaires. Enfin, où est la limite, quoi? Est-ce qu'on doit isoler toute la maison? Il y a un arrêté qui dit que. Alors, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas technicien, mais c'est à force de les voir passer dans les décisions et dans les audits. Je crois que c'est un arrêté de 2017 avec une application au 1er janvier 2018. Le caractère obligatoire de caloréfuger les réseaux en volume non chauffé. D'accord. Ouais, parce qu'on va être confronté à des clients qui vont dire, comme vous disiez tout à l'heure, moi j'ai mon linge qui sèche, moi je veux pas, quoi. C'est peut-être tout bête, mais on a un garage qui est pas chauffé, qui est tempéré par les tuyaux. Enfin, il va devenir un garage où il risquera peut-être de geler. Enfin, c'est peut-être l'extrême, mais bon, voilà. Oui, après ça permet peut-être pas de maintenir hors gel avec un réseau de tuyauterie, mais c'est l'application de l'arrêté, et cet arrêté, il prévoit que le caractère obligatoire du caloréfugeage. D'accord, ok. Ça marche, merci. Et encore une fois, là, pareil, on peut être dans le même cas. Hein, vous avez caloréfugé, et puis le client, il est passé derrière avec son cutter, et puis il a tout viré, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça Alors, serait